Dans l'univers de Game of Thrones, on est habitué à entendre que seuls les Targaryens sont les descendants de l'antique Valyria. On a déjà vu qu'il existe plusieurs familles d'ascendance valyrienne qui auraient survécu au fléau. House of the Dragon nous a permis d'en rencontrer deux nouvelles, tout d'abord les Velaryon, puis dans une moindre mesure la maison Celtigar. Je vous propose donc de parler de cette famille vu qu'ils ne nous ont pas été réellement présentés dans la série. La vidéo spoilera à un moment, mais je mettrai un timecode pour que vous puissiez zapper ce passage sans souci. Merci et bonne vidéo à vous. Le fléau de Valyria a emporté la quasi-totalité des grandes familles valyriennes. D'origine inconnue, bien que de nombreuses théories existent pour expliquer son histoire, le fléau de Valyria ne laisse que la maison Targaryen comme seule famille de seigneurs dragons. 12 années avant le fléau, en l'an 114 avant la conquête, Daenerys Targaryen a prophétisé la chute de Valyria. Elle en parlera à son père Aenar Targaryen, qui décidera d'abandonner Valyria pour s'installer à Père-Dragon avec 5 dragons, dont le fameux Balerion la Terreur Noire. Ils seront vraisemblablement accompagnés par 3 autres maisons valyriennes, les Velaryon, les Celtigar et enfin les Coerys. Pour ces derniers, l'origine valyrienne reste cependant très incertaine. Les Targaryens décident de s'installer sur l'île de Père-Dragon, les Velaryon sur l'île de Marée Haute, tandis que les Celtigar prennent possession de Pince Hill. Leur emblème étant un damier de crabe rouge sur fond blanc, on suppose que les Celtigar sont avant tout d'excellents marins comme leur cousin Velaryon, dont l'emblème est un hippocampe. Les Celtigar construisent sur leur île une modeste demeure avec un château rempli d'objets de luxe et de merveilles venues des 4 coins du monde. On peut citer par exemple la présence d'une hache en acier valyrien, arme confectionnée à partir de ce métal légendaire et qui fait la fierté de la maison Celtigar. Il en va de même pour le corps à Kraken qui aurait vraisemblablement appartenu au héros ferné Hrothgar de Pike et dont le son aurait le pouvoir d'attirer les Kraken. Ce corps aurait donc la faculté de faire sortir les monstres marins des abysses, ce qui serait très utile pour se défaire des pirates, mais cela reste quand même une légende puisque personne n'a vu ce corps à l'œuvre. Pince Hill fait face à la presqu'île de Claquepince, là aussi en référence au crabe qui est le symbole de cette maison. Il faut savoir que la presqu'île de Claquepince était à la base gouvernée par des maisons mineures de premiers hommes qui s'affrontaient continuellement pour le pouvoir. Avec l'arrivée des Andals, ils résistent dans un premier temps avant d'être assimilés progressivement à ce peuple envahisseur grâce à des mariages. Les maisons Sombrelines, Mouton et Celtigar vont se quereller régulièrement pour s'accaparer le pouvoir de la presqu'île. Il faudra attendre la conquête d'Aegon pour que la reine Visenya fasse de la presqu'île des vassaux directs du trône de fer après qu'il se soit soumis au roi Aegon Targaryen dès son débarquement. Les Celtigar tenteront toujours dans une moindre mesure de gouverner les maisons de la presqu'île sans y parvenir. Visenya aurait accordé une exemption de taxes à la presqu'île, sauf au trône de fer, mais cela n'empêche pas les Celtigar d'envoyer des collecteurs d'impôts qui ne reviennent jamais pour la plupart. Mis à part sur son île, la maison du crabe n'a donc pas réellement d'autorité sur les terres dont elle revendique pourtant la suzeraineté. Dans toute son histoire, les Celtigar sont restés proches des Targaryens, notamment pour bénéficier de leur protection, mais aussi grâce à leur origine commune qui remonte à l'antique Valyria. Après la première victoire du roi Aegon Targaryen, Lord Crispian Celtigar est le premier grand argentier assiégé au conseil restreint. Un peu plus tard, c'est Lord Alton Celtigar qui deviendra la 3e main du roi d'Aegon le Conquérant, de l'an 9 jusqu'à sa mort en l'an 17. Il faudra attendre l'an 45 sous le règne du tumultueux Maegor le Cruel pour qu'un nouveau Celtigar soit nommé comme main du roi. Lord Edwell Celtigar proposera en l'an 47 d'unir sa maison à celle des Targaryens avec un mariage entre le roi Maegor et l'une de ses filles, ou bien les deux s'il le souhaite. Ces deux filles ont 12 et 13 ans, et Maegor retient simplement l'idée de se marier avec plusieurs femmes en même temps, et il épousera ainsi les 3 épouses noires. L'année suivante, en l'an 48, la main du roi sent le vent tourner alors que le royaume est en rébellion ouverte et ainsi Lord Eldwell Celtigar abandonne sa charge de main du roi pour retourner à Pince Hill. Maegor meurt la même année et contre toute attente, Edwell Celtigar est rappelé à la cour pendant la régence de Jaehaerys Ier pour servir comme grand argentier. Il mènera des politiques de taxation très impopulaires tandis que ses deux filles, Prudence et Prunella Celtigar, viennent à la cour pour devenir les dames de compagnie de la reine Alysanne Targaryen. Loyaux envers les dragons,
les Celtigars restent toutefois critiqués pour leur manque d'efficacité. Démis de ses fonctions à la fin de la Régence, Lord Edwell retourne vivre à Prince Hill, puis il mourra en l'an 59 après la conquête avec son fils des suites de l'épidémie de frisson qui touche le royaume. Il faudra attendre l'an 101 après la conquête pour que la maison Celtigar soit à nouveau impliquée dans la politique du trône de fer. Alors que le vieux roi Jaehaerys n'a plus d'héritier direct, le conseil de l'an 101 a vocation à trancher dans la succession du roi. Lord Celtigar décide de soutenir le parti de Laenor Velaryon, le fils de la princesse Rhaenys Targaryen, mais c'est finalement Viserys Targaryen qui est désigné comme successeur. En l'an 129, à la mort du roi Viserys, la maison Celtigar se déclare donc naturellement en faveur de la princesse Rhaenyra Targaryen et Lord Bartimos Celtigar se rend en personne à Pendragon, participant au Conseil Noir et assistant même au couronnement de la princesse. Tout ceci, nous l'avons vu dans House of the Dragon dans le dernier épisode où l'on aperçoit très brièvement Bartimos Celtigar au conseil, un homme d'un âge assez avancé avec une chevelure argentée typique des Valyriens. La suite que je m'apprête à vous raconter risque donc de spoiler des événements à venir du point de vue des Celtigars, vous pouvez vous rendre à ce moment précis si vous souhaitez continuer la vidéo. Dès la fin du Conseil Noir, Bartimos est dans le clan de ceux qui pensent que le conflit se résoudra grâce à la puissance des dragons et il incite la reine Rhaenyra à voler jusqu'à la capitale pour attaquer les dragons de ses ennemis et brûler la ville pour qu'elle se rende. Un plan tourné vers l'offensive qui, vous le savez, ne sera pas suivi. Grâce à leur position insulaire, les Celtigars ne sont pas inquiétés outre mesure au début du conflit, notamment lorsque le roi Aegon II Targaryen se lance dans une campagne de représailles contre les alliés des Noirs. Au début de l'an 130, les Celtigars se joignent aux forces des Noirs pour reprendre la forteresse du Repos des Freux qui avait été prise par les Verts au tout début du conflit lors d'une violente bataille. Les Noirs attaquent par surprise les Verts et reprennent sans la moindre difficulté le château. Ils décident d'aller affronter le dragon Feu du Soleil, resté seul sur place sans son dragonnier, le roi Aegon II, et qui se remet petit à petit de ses blessures en dévorant les corps des soldats de la première bataille. Les assaillants sont surpris par la puissance du dragon qui était réputé être au bord de la mort et ils s'enfuient devant la colère du dragon. Revenant un peu plus tard en nombre suffisant pour affronter le dragon d'Aegon, ils constatent que Feu du Soleil s'est envolé malgré ses blessures. Un peu plus tard dans l'année, la chute de Port-Réal au profit de Rhaenyra offre à la maison Celtigar l'occasion de briller à nouveau. Lord Bartimos est nommé grand argentier de la reine Rhaenyra, mais il se montre très vite dépassé par sa charge. Le précédent grand argentier qui était Tyland Lannister a divisé les finances en deux, une qu'il a mise en sécurité loin de la capitale et l'autre qu'il a conférée au roi Aegon II qui bien entendu a tout dépensé. Les caisses royales sont donc vides et Bartimos doit se résoudre à remettre en place des taxes plus ou moins similaires à celles de son ancêtre Edwell Celtigar lorsqu'il avait la même fonction. Il impose une taxe sur le vin et la bière, triple le tarif d'entrée au port ou dans la ville si l'on est commerçant. Il taxe même les marchands pour qu'ils restent ouverts, ainsi que les auberges pour chaque lit occupé, ou bien impose une taxe foncière sur la surface possédée, et j'en passe et j'en passe. Inutile de préciser que ces taxes sont très impopulaires parmi la capitale, et vont donc accentuer la colère des habitants de Port-Réal envers leur souveraine. Bartimos Celtigar va même jusqu'à essayer de rentabiliser les exécutions en proposant au peuple de payer pour voir les criminels se faire dévorer par les dragons. Après le changement de camp des deux traîtres, Bartimos va inciter la reine à se méfier des autres bâtards qui leur sont toujours fidèles. Par la suite, il va jusqu'à proposer une taxe sur les bâtards, ce qui permettrait au royaume de se débarrasser des enfants hors mariage. La même année, au cours du soulèvement de Port-Réal, Bartimos Celtigar est l'un des premiers à être attaqué par la population. Habitant un manoir à côté du Donjon Rouge, la maison de Bartimos est prise d'assaut par les émeutiers. Arthur Celtigar, un jeune homme d'une quinzaine d'années qui appartient à sa famille, défend vaillamment la porte d'entrée contre la populace avant de se faire trahir par une servante qui avait ouvert la porte arrière de la propriété. Arthur meurt devant le palier de la porte, transpercé d'une lance en plein dos. Les autres serviteurs du manoir abandonnent le seigneur Celtigar ou rejoignent les émeutiers. Bartimos parvient à fuir jusqu'à ses écuries pour voir que ses chevaux sont soit morts ou bien volés. Retrouvé par la foule, il est attaché à un poteau et torturé jusqu'à ce qu'il révèle où il cache son trésor. Après ses aveux, un tanneur du nom de Watt annonça que sa seigneurie avait oublié de payer sa taxe de queue et qu'il devait céder sa virilité en gage à la couronne. Watt émascule Lord Celtigar puis le décapite,
rétablissant la justice pour le peuple opprimé par les taxes injustes. Par la suite, Wat se promènera dans la ville en criant haut et fort que c'était la fin des impôts, tout en brandissant son sinistre trophée au-dessus duquel était plantée la tête du grand argentier. Le titre de Lord passe donc en conséquence à Clément Celtigar, le fils de Bartimos. Il décidera de se joindre aux troupes arines l'année suivante, pendant l'heure du loup, afin de se rendre à Port-Réal. On ne connaît hélas pas la suite de l'histoire, ni ce qu'il adviendra de la maison Celtigar pendant les règnes des autres rois Targaryens. Cependant, on sait que les Celtigar deviendront des vassaux de Stannis Baratheon lorsqu'il sera nommé seigneur du détroit par son frère, le roi Robert Baratheon. Les crabes Celtigar se rangeront derrière la cause de Stannis pendant la guerre des 5 rois, bien qu'ils ne soient absolument pas enthousiastes par l'idée de rallier le roi Baratheon. Ils aideront Stannis à faire le siège devant Accalmie et participeront également à la bataille de Lanera, où ils parviendront à prendre pied sur la rive gauche du fleuve. Après la défaite de leur souverain, Lord Ardrian Celtigar décide de plier le genou devant Joffrey, rentrant ainsi dans la paix du roi et devenant un ennemi de Stannis. Sir Axel Florent va suggérer à Stannis d'attaquer les Celtigar pour se venger de leur trahison, mais Davos estime ce plan stupide et complètement contre-productif. Stannis se rangera derrière le conseil de Davos et décidera de laisser les Celtigar puisque pour lui ils ne représentent pas une grosse menace. Voilà où nous en sommes à l'heure où je vous parle, puisque la suite de l'histoire dans les livres n'est pas encore sortie. Qui sait, peut-être que la maison Celtigar viendra titiller Stannis directement sur l'île de Père-Dragon, mais ça pour l'instant, il nous faut attendre le livre Les Vents de l'Hiver pour voir si cette maison fera de nouveau parler d'elle. La maison Celtigar n'aura certainement pas brillé par son efficacité auprès de la couronne, mettant malheureusement plus en difficulté les Targaryens qu'en les aidant réellement dans leur choix. On est très loin d'un apport offensif ou d'une intelligence des Velaryons, ça pour le coup c'est une certitude. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout, en espérant vous avoir permis de découvrir cette famille valérienne, et à très bientôt pour d'autres récits légendaires. Bye tout le monde.